Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Alors merci de nous retrouver. Il est 10h en musique de fond. Je ne sais pas si on l'entend, c'est choqué à Marie. Je viens de le tweeter d'ailleurs. Vas-y, fais-la. Et Hussein dit que c'est tout de suite après. Berdin Qalb. Bon, merci de nous retrouver. Ensemble, on va passer en revue toute l'actualité. Qu'est-ce qu'il reste à dire de la semaine? On va revenir sur ce qui vous a marqué, qui nous a marqué à travers les oreilles et les yeux de nos journalistes autour de cette table. Il y a Choukri Amari, bonjour. Bonjour, madame. Chroniqueur, l'excellent chroniqueur, celui qu'on aime tous sur Al-Watan. Il nous a rejoint ce matin. Il y a aussi auteur également, rappelons-le. Coiffeur, oui. électricien, propagiste. Ça va être dur de garder son sérieux ce matin. Alors, Saïd Jafar, directeur éditorial de l'Huffington Post Algérie. Bonjour Saïd. Qadir Hussein, directeur de Maghreb Émergent, site économique spécialisé, un site d'information spécialisé en économie, mais aussi d'interface média. Et puis, il y a Abed Sharaf. Bonjour. Journaliste, auteur également de nombreux ouvrages. Bonjour messieurs, rapidement, pour pas prendre beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire ce matin sur l'actualité de cette semaine. Un mot, une déclaration, une image qui vous a marqué. Je vais commencer par... Moi? Oui, je vous prie. Cette semaine, على بالي ما تهمنيش mais كنت في البوست هذا Sacré-Cœur. Je نحل compte parce que pour faire un prélèvement automatique pour payer l'électricité بلا ما تروح ديري لاشين, il est obligé d'avoir un compte في البوست. Et bien sûr, في la poste à Sacré-Cœur, غاش تاع الزقا ودما. Qu'est-ce que je lisais? Bouchouerb qui a un compte au Parlement. Donc là, j'ai compris que les gens ne naissent pas égaux. 2 heures, je n'ai compte. Je pense que Bouchouerb, il a eu moins de temps que moi au Parlement. On est Sacré-Cœur. Saïd. En 2008, quand il y a eu la crise des suprêmes, les officiers algériens ont dit « Heureusement, on n'est pas dans la mondialisation. Maintenant, on y est. Ou être Panama en plein. » Complètement. Non seulement on est dans la mondialisation, parfois ça nous rend service aussi, hein, Hussein. Désolé de casser la bonne humeur. J'étais hier aux funérailles de Mohamed Saïd Mazouzi et c'était l'occasion de constater la distance entre ce qu'est un ministre de la République des années 60-70 de l'Algérie de cette époque-là et membre du bureau politique dans les années 80 et un ministre d'aujourd'hui. Voilà. Il y avait beaucoup de belles personnes que j'étais très content de revoir, des personnes qui incarnent l'Algérie que nous aimons. Tu es nostalgique de Khoutboumdine. Des gens qui ont fait de la révolution et qui sont restés intègres, qui ont servi une certaine idée de l'Algérie, complètement. Complètement. Oui, on se demande où ils sont aujourd'hui, pour ceux qui restent. Alors, Abed. Moi, j'ai entendu un ministre algérien, un membre du gouvernement algérien, utiliser le mot moral et exiger de ses partenaires qu'ils respectent la morale. J'étais un peu surpris. Monsieur Lamamra. Ah oui, le ministre des Affaires étrangères, tiens, il a fait l'actualité aujourd'hui. Oui, je crois que c'est tout dit. Hein. Je vais quand même revenir un peu sur ces faits, dérouler un petit peu pour que les gens qui nous écoutent aussi comprennent un peu comment l'émission va se dérouler ce matin. Une pétition sur les réseaux sociaux a fait sortir des milliers d'Islandais dans les rues. L'Islande, c'est une toute petite île de 329 000 habitants. Cette pétition a carrément fait tomber le Premier ministre. L'affaire Panama Papers a donné suite à des enquêtes judiciaires dans de nombreux pays. Des milliers de documents et de données de la firme panaméenne Mossack Fonseca qui a fait du montage de sociétés offshore sa spécialité. Dedans, il y a de la fraude fiscale, il y a aussi des comptes déclarés. Et puis, il y a
de la corruption. Alors, où se situe Abdeslam Bouchouareb, le ministre de l'Industrie, qui est cité par Le Monde et qui est média partenaire, rappelons-le, du Consortium international de journalistes d'investigation, qui a eu accès à ces données. Des proches de Cheikh Ibrahil aussi sont également cités. Ni le gouvernement, ni ces personnalités politiques ne se sont exprimées, sauf pour protester. On parlait du ministre des Affaires étrangères il y a un petit instant, Ramadan Lamamra, qui saisit un peu Paris, soucieux de sa réputation, de la réputation du président de la République. Après donc cette une du Monde sur le chef de l'État. Oublions, je peux le rappeler quand même, qu'au passage, on devrait peut-être aussi s'inquiéter ou rendre des comptes à la population. Il n'empêche, les Algériens ont également suivi la même semaine l'affaire Una Oil, qui est révélée par le journal, qui a été révélée par le journal australien The Age, mais aussi de l'Huffington Post américain. Et des milliers de dollars de pots de vin là encore ont été versés par Samsung et Hyundai, des millions. Par Samsung et Hyundai à deux hauts dirigeants de Sonatrach, on ne sait pas lesquels, on ne sait pas dans quelles conditions, on en parlera dans un petit instant. Alors, pour revenir un peu sur toutes ces informations, je me demande si de tout ce que l'on a aujourd'hui nous permet d'affirmer effectivement que tu vois, il m'a déconcentré. Que les taux se resserrent. On l'a dit cette semaine. Est-ce que réellement les taux se resserrent contre des personnalités politiques, contre des personnalités politiques, contre le président de la République? Soyons sérieux un petit peu. Contre le président de la République, quoi qu'on dise, c'est quand même le chef de l'État, garant de la République, garant des lois. Est-ce que vous avez une idée un petit peu plus précise? Les taux se resserrent contre qui? Contre nous, contre les caisses publiques, contre la morale, contre qui dit que on parle de noms, de personnalités Khalil va être politiques, touché, qui dit que Bouchouel va être démissionné, on ne sait pas. Contre qui les taux se resserrent? En fait, il y a plusieurs niveaux. Enfin, je vais parler un peu comme Abed. Au niveau juridique, au niveau politique, ça fait longtemps que les taux s'est resserré. On a des affaires à l'appel et le personnel politique est totalement... on en parlera sûrement en deuxième partie d'émission. Ça pose un très gros problème. Sur le plan juridique, pour traiter affaire par affaire, l'affaire Bouchouareb montre qu'il y a un ministre de la République qui est supposé faire une déclaration du patrimoine sur le compte duquel on est supposé tout savoir en termes d'actifs, en termes de richesse personnelle, etc. Obligation de publication. Obligation de publication, dans les etc. 2 mois voilà. de sa prise en fonction. Donc, qui a manifestement triché sur cet aspect. Donc c'était un premier délit. Je ne sais pas ce que prévoit la loi dans ce cas-là, mais ça prévoit au moins qu'il ne puisse plus être ministre. C'est 6 mois de prison. Voilà. Donc M. Bouchouareb devrait être prison en cas de non-publication. Maintenant, déjà, fausse déclaration, ça doit être plus compliqué. Donc on a, sur le plan du factuel, on a un problème immédiat. Il y a un deuxième niveau, c'est la fuite fiscale. Les 700 000 euros qui ont servi de capitalisation de cette entreprise offshore à Panama, d'où viennent-ils, ces 700 000 euros? S'ils viennent d'une activité en Algérie, c'est de la fuite fiscale en Algérie. Donc, M. Bouchouareb doit être poursuivi pour cette fuite fiscale ici. Si ça vient d'un autre pays, le pays d'où cet argent a été généré va poursuivre Bouchouareb. Donc, Bouchouareb devient de ce point de vue potentiellement... Il parle de patrimoine immobilier. Voilà. Comme quoi, c'est un héritage. Oui, s'il a fait une transaction... S'il a fait une transaction, il faut que ça apparaisse quelque part. Ça, on ne peut pas savoir, mais il y a suspicion de délinquance fiscale. Donc ça, c'est un deuxième niveau. Évidemment, le troisième niveau, que l'on peut aussi suspecter dans le cas précis, c'est que ça provienne aussi de pots de vin. Ouais. Bon, là, on n'a pas les éléments. On en a beaucoup plus pour Cheikh Ibrahil. C'est du tangible dans le cas de Cheikh Ibrahil. Donc voilà, donc on est dans une situation d'urgence où il faut traiter un cas de délinquance déclarée. Oui, c'est sur le plan juridique, mais ce qui frappe cette semaine, c'est ce sentiment que ça ne s'arrêtera jamais. On passe d'un scandale à l'autre. Là, on est en train de parler de Bouchouareb. Il y a eu 2 scandales Khalil dans la semaine. Son scandale avec l'histoire de la Zaouia. Donc, qu'on soit pour ou contre, c'est pas important, mais les Zaouia font partie de l'histoire du pays, d'une manière ou d'une autre. Et donc, voilà, c'est un scandale immense. Ensuite, le scandale Una Oil,
Donc là, on découvre qu'il y a eu des pots de vin, etc. Et puis, on a cette histoire. En une semaine, c'est trop. C'est trop. Moi, je trouve miraculeux que le pays tienne encore avec tout ça. Un pays qui est déjà fragile. Comment il arrive à tenir, c'est miraculeux. En fait, ce qui est frappant, c'est justement ce télescopage. C'est-à-dire, on a eu une opération de réhabilitation de Khlil par les Zaouïas qui est rattrapée par un flot d'informations, UNA Oil. Ça le rattrape déjà, avec 2 affaires qui concernent Sonatrach sur des contrats. Alors, autant les décrypter, on a la réhabilitation, la rénovation de la raffinerie d'Arzeux, c'est pour 1,2 milliard de dollars. Non, celle-là, c'est 405. Et ça a été pris... 405, celle d'Arzeux, la première. Voilà. En 2008 avec Hyundai. 2008 avec Hyundai. Hein, et la deuxième, Arzeux, 600 millions de dollars. Et dans cette affaire, bon, on dit que les Algériens ont été servis, mais dans l'enquête qui a été menée, publiée par The Age et Huffington Post America, on est clair. La société Ona Oil, qui fait de l'intermédiation, a empoché 16 millions d'euros, et une entreprise espagnole qui a joué le lièvre, hein, c'est-à-dire il fallait qu'un deuxième postulant soumissionne pour valider les 2 projets, a joué et a pris 2 millions de dollars. Combien les Algériens ont pris, on ne sait pas, mais ce qui est clair, c'est que ça s'est déroulé à la période où Khlil était ministre de l'énergie. Et on ne sait plus par quel bout prendre ces histoires. Il y a 2 jours, je discutais avec un ingénieur et un financier d'une grande entreprise à propos d'un contrat, disons, modeste. Ce qu'on leur a proposé, c'était 20 millions de dollars. En discutant avec eux, donc un financier et un ingénieur, donc ils maîtrisent les 2 volets, ils me disent le contrat valait 2-3 millions de dollars. Donc, on découvre l'ampleur de la gabegie, c'est-à-dire que quand un contrat vaut 2 millions de dollars, les types prennent 2 millions de dollars de commission et le partenaire externe prend 30 millions de dollars de bénéfices. Donc, tout cet argent de l'Algérie qui est sorti pendant cette période-là, on se demande quelle est la part qui est sorti contre une vraie valeur. Je vous propose, on va en reparler. Je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ces affaires une par une, parce que les gens ont besoin de comprendre quoi qu'on dise. Oui. À mon avis, ce qui est plus grave dans cette histoire, oui, Nefchilouna vraiment, c'est que on nous a vendu une nouvelle constitution, indépendance effective de la justice, inamovibilité des juges de siège, juste après. Les scandales, la justice, l'État absent. C'est-à-dire qu'on a compris que Zadou et que tout ça, c'est du khorti, et dans le cas de Bouchouel, parce qu'il faut en parler, Yassine disait, on a des pistes, mais en direct. Non, enfin, c'est pas lui, l'APS et ses avocats. J'ai ouvert une société, au Batki ou ministre. J'étais obligé de geler cette société au Panama. Son chargé d'affaires qui fait alors qu'il a monté sa société en 2015, 1 an après avoir été nommé ministre de l'Industrie. Tu es nommé ministre, 1 an après, on ne sait pas est-ce que c'est vraiment du négoce de contrat international. En bas, tu dis que je l'ai gelé. Alors pourquoi tu ouvres ta boîte pour la geler quand tu es ministre? Sur l'affaire de Bouchouareb, justement, on est dans le conflit d'intérêts. À partir du moment où... S'il avait monté avant d'être ministre, mais même il plus, attend 1 an. Je vais aller plus loin pour essayer de comprendre. Dans les documents, avec la création de sa société, qui s'appelle, je rappelle, Royal Arrival Corp, dans le document, il est prescrit qu'il est question de négocier des contrats, y compris avec l'Algérie. On est dans le conflit d'intérêts. Potentiel. On ne sait pas s'il y a eu des contrats la négociation qui ont été et obtention de contrats. Ne serait-ce que par l'ambition d'un ministre. C'est une activité qui est antinomique avec sa fonction de ministre. Il n'y a aucun conflit d'intérêts. On n'en est plus là, tout à fait.
Oui. Non, je voulais dire, si une boîte détenue par M. Abdeslam Bouchouerb propose une intervention dans le négociation des contrats à l'international, le timing. C'est parce qu'il a beaucoup d'influence en Amérique latine, comme chacun le sait, et ailleurs dans le monde, mais aucune influence en Algérie. Bon, il est évident que cette influence qu'il valorise dans une entreprise, c'est l'influence qu'il a dans le gouvernement algérien. Il valorise, il monétarise son poste de ministre. Et sa proximité avec Bouteflika. Voilà. Oui. Abed. Moi, je trouve qu'on n'en est plus là. Le fait qu'il monte, ça y est, c'est avéré. Le fait qu'il détourne de l'argent, qui sont dans l'illégalité, c'est avéré. Le fait qu'il y a tellement d'argent qui circule de manière illégale, c'est avéré. Tout ça est public. Donc on est post tout ça quand même. En fait, la question, est-ce que les Jamaat Bouteflika vont le sacrifier pour essayer de sauver la mise? Ça devient partie. Peut-être pour aider nos amis du CPP à continuer de comprendre. Maintenant, avec ce télescopage cette semaine un peu folle, etc., on peut à rebours refaire le match Khalil. Il se précise maintenant parce que l'homme d'affaires qui a créé la boîte offshore de Bouchouerb a dit à la presse qu'il a été contacté dès le 5 mars pour donner des explications sur cette boîte. Donc on peut légitimement, en tant que journaliste, imaginer, et on le pense, que le Huffington Post, dans le cadre de l'enquête On a Oil, aux États-Unis, a également approché des acteurs, parce qu'il y a des corrupteurs, il y a Harry Burton qui est impliqué, etc. Et que donc, il y avait une situation d'imminence de nouvelles révélations impliquant le secteur de l'énergie, etc. Le départ de Khalil des États-Unis ressemble de plus en plus aujourd'hui, avec tous ces éléments nouveaux, à une exfiltration en urgence, un peu comme l'a dit de manière très pertinente dès le début Mohamed Ben Chikou lorsque Khalil est arrivé. L'opération de réhabilitation, en fait, c'est pas on l'a ramené en Algérie pour le protéger. Oui. On l'a ramené. Aujourd'hui, probablement, il ne peut plus voyager à l'international. Voilà. Je me demandais, mais pour être un petit peu plus précis là-dessus, Khalil a été cité dans l'affaire Sonatrach 1. Là encore, son nom figure dans le contrat Ona Oil. Pas son nom. Il faut quand même rester précis. Dans l'affaire Ona Oil, on dit qu'il y a eu 2 contrats conclus avec Hyundai et Samsung qui ont donné lieu à des commissions et la compagnie monégasque Ona Oil servait d'intermédiaire et que des responsables algériens de Sonatrach ou d'ailleurs ont été servis. Voilà, il ne cite pas Chekib Khalil pour voilà. Chekib Khalil était ministre de l'énergie. Est-ce que ça représente est-ce que ça responsabilité? Excuse-moi. La commission a étagé 73 ans et il est né à Oujda. Bon. Est-ce que sa responsabilité est plus engagée quand on a, s'il te plaît, Chokri, est-ce que sa responsabilité est plus engagée avec les révélations du directeur de l'ENI lors d'une conversation téléphonique avec un de ses collaborateurs? Il y a une des choses, une des lignes de défense depuis longtemps de Chekib Khalil, c'est de dire, moi j'étais ministre, je ne gérais pas. J'étais ministre, je définis la politique énergétique du pays, je définis les choix politiques, mais la gestion, enfin, pour se mettre l'avocat du diable, la gestion, c'est Sonatrach, et donc, c'est ça sa ligne de défense. Le problème, c'est que en Algérie, depuis la fameuse autonomie des entreprises, on sait que ça ne fonctionne jamais, ça, que l'autonomie des entreprises n'a jamais pu réellement fonctionner, que la tutelle a continué à s'exercer encore plus ces dernières années. Voilà. Dans l'affaire On a Oil, on a quelque chose quand même de précis qui vient s'ajouter à tout ce qu'on a dans l'affaire Saipem. L'affaire Saipem, essentiellement, Farid Bdjaoui, 3% de tous les contrats qu'obtient Saipem en Algérie, 3%, ça l'amène à presque 200 millions d'euros de commissions qu'il a touché et qu'il a redistribué. Et comment il a réussi à aider Saipem à obtenir 7 contrats entre 2007 et 2009, les enquêteurs se sont posé la question. Est-ce qu'il était en relation avec le staff managérial de Sonatrach qui décide des contrats? Eh bien non. Il n'a jamais rencontré Mziane. Il n'a jamais rencontré les autres responsables, les vice-présidents, canalisation, etc. Et donc, quand on se pose la question comment il a réussi à aider autant Saipem à obtenir 7 contrats
versus 0 avant cet arrangement, il est évident qu'il avait la principale source qui permettait d'obtenir les contrats, c'est le ministre de l'énergie. Pour Una Oil, on n'a pas cité le nom de Chakib Khalil, mais il y a ces 2 hommes d'affaires très proches qui travaillent avec lui, dont un, Reda Hamch, dont on savait, qui a un lien de parenté. Alors, c'est son neveu, donc il y a un lien de parenté, qui était le vrai patron de Sonatrach, qui ont touché, c'est l'enquête de Huffington Post, États-Unis plus le journal australien, cite le nom de Omar Habboul et de Reda Hamch comme étant impliqués. Alors, pour la précision, il les cite, toujours. Juste pour la précision, j'apporte quand même une précision. Les noms que tu as cités, Ihsan, dans l'enquête, ils disent pas que ils sont liés au contrat de rénovation d'Arzeau, là. Ils te disent, ils sont liés à des activités en Asie et on ne sait pas exactement. Donc il doit y avoir d'autres contrats. Mais ce n'est pas spécialement cela. Est-ce qu'on peut ajouter quand même que sur le Panama Papers, Farid Bidjaoui a une multitude de sociétés offshore au Panama. Voilà. Exactement. C'est énorme. Je crois que ce que j'ai noté cette semaine, comme ce qui est assez intéressant, c'est que M. Mohamed Bidjaoui, là c'est Mohamed Bidjaoui, c'est pas Farid Bidjaoui, qui menace d'attaquer en justice Djilali Hadjadj, président de l'association de lutte contre la corruption, alors que M. Mohamed Bidjaoui a été cité par un journal algérien pour une affaire de 20 millions de dollars sur l'autoroute Est-Ouest. Encore une autre affaire. Il y a aussi Pierre Falcor qui a fait une mise au point à Djilali Hadjadj, en bonne et due forme. Et derrière ça se dessine une ligne de défense dans tous ces dossiers. On a l'impression que pour la première fois, il commence à y avoir une coordination avec une ligne de défense définie par Farid Bidjaoui. Ces avocats qui sont en train de dire c'est pas de la corruption, c'est du lobbying. Ça représente 1 à 2% de la valeur du contrat. C'est ça, c'est ce que ça vaut dans le pays du monde. Et donc, on a une ligne de défense qui commence à se dessiner un petit peu. Et voilà, ça, à mon avis, c'est parce que la pression est très forte qu'ils se sentent obligés de répondre. Et deuxième ligne de défense, c'est tout à fait normal d'ouvrir des comptes offshore au Panama. C'est d'une banalité. Tout le monde fait ça. Voilà, Panama, tu vas ouvrir un compte. Mais tu l'as vécu, c'est plus facile d'ouvrir un compte au Panama qu'à Aïd Fla, c'est connu ça. Pour continuer à dérouler les faits, ça reste quand même des histoires de famille. Et je crois que le problème, Hamch, c'est le neveu de Khalil. Bidjaoui, c'est le neveu de Bidjaoui. Saïd, c'est le frère de Abdelaziz. C'est des histoires de famille. C'est binadom. Dernièrement, je peux raconter ça. J'ai rencontré un Chinois à Ashfzal. Khalil, Thomas, problème de famille. Tu sais qu'ils ont des enfants uniques depuis. Donc, ils n'ont pas de frères, de cousins. Khalil, la Chine, société verticale. Thomas, société horizontale. Les cousins, les neveux, les beaux-frères, les gda, et pour lui, c'est ça l'explication de l'expansion de la corruption. Je propose la politique de l'enfant unique. Tu as mal commencé. Déjà, tu es le premier à avoir mal commencé. Enfant unique en 2 générations. Il n'y a plus d'Aïla Tourion. Revenons un petit peu aux faits. Il y a une information aussi qui a été révélée par la Repubblica et dont je te parlais à l'instant, cette communication téléphonique entre Scaroni pour que les gens le sachent, ceux qui ne le savent pas encore, je ne sais pas s'ils sont nombreux ou pas, une communication téléphonique qui révèle bien qu'il y a eu des versements de pots de vin du directeur de Sarkozy, qui le révèle en parlant avec un collaborateur de Sarkozy. De Scaroni. Le PDG de Eni. Le PDG de Eni. Là... Ça, c'est un vieil article qui a été ressorti. La Repubblica c'est un vieil article. Maghreb émergent l'a ressorti, mais qui date bien avant cette histoire. Et il y avait, la Repubblica avait les enregistrements de Scaroni avec son directeur de cabinet qui lui expliquait que finalement, cette affaire est sortie, c'est parce qu'à Alger, ils se
se sont rentrés dedans, etc. Et ils ont balancé toute cette affaire dehors. Si c'était pas battu à Alger, on serait tranquille et il n'y aurait pas eu d'affaire. Donc le déclenchement de l'histoire aurait été, c'est parce qu'il y a eu une bataille ici. Voilà. C'est Magabi Major, donc je peux dire un mot. Oui. C'est précis, c'est plus précis que ça. C'est le document sonore sur lequel il y a eu supposé y avoir vice de forme. Supposé avoir vice de forme et la Cour suprême a overrulé. L'article cite Mohamed Mziane, le PDG de Sonatrach, qui n'aurait pas été d'accord sur le partage. Ça, c'est un élément extrêmement important parce que c'est vrai qu'à un moment donné, tout le monde dit Mohamed Mziane, c'est juste un appliquant, un exécutant que Ousmane a mis à la tête et tout ça. Mais quand il a vu le volume des surcoûts, parce que c'est de ça qu'il s'agit, du coût auquel on achète des équipements. Si on les achète 5-10% plus cher que le reste de la concurrence, mais quand ça devient 50% plus cher, dans le cas de certains contrats, par exemple le Samsung, le revamping de la raffinerie de Skikda à 1,2 milliard de dollars, bon, je connais des gens du secteur qui ont hurlé à l'époque, en 2009. Ils ont dit, toi tu parlais de ce contrat d'un autre secteur, et donc quand ça devient trop gros, c'est difficile à avaler. Mziane a dit, attention, là vous êtes en train de la croire, ça marche plus. Et peut-être il a dit, et ma part, si vous voulez que je vous accepte, et ma part. Voilà. Lequel Mziane, dans une autre affaire, était accusé de se servir avec ses enfants, la famille, ou quoi. Même, voilà. Un appartement à Paris, c'est pas rien. C'est du menu fretin, c'est rien du tout. Un type qui est dans cette histoire-là est scandalisé. Donc il faut se demander jusqu'où ça va. Et là, on va plonger encore plus. Le problème, c'est que quand on a quelques personnes qui viennent et qui parlent et qui dénoncent à un moment donné, c'est qui? C'est M. Mziane, il n'est pas crédible. C'est M. Ali Aoun. Qui est en train de révéler une affaire sur laquelle on est des officiers du DRS. Bon, le DRS, on en a 2 ans pour lui taper dessus, c'est gratuit, c'est permis. Donc on peut y aller. Donc, des patrons du DRS sont venus lui dire, tu donnes les contrats, le flan, etc. Bon, le problème, c'est que M. Ali Aoun a été condamné à une peine de prison dans l'affaire de Khalifa et il n'a pas purgé cette peine. Donc, tu vois comment tu tournes en rond. Bouchouar Bouss, il a été suspecté dans l'affaire Khalifa d'un prêt non remboursé. Et il a été non-lieu au Cour suprême. D'ailleurs, Djilali Hadjadj le dit bien. Il dit, en parlant de Bouchouareb, il dit c'est rien du tout comparé à la quantité d'argent qui a pu être dissimulée par d'autres personnalités politiques qui ont créé des sociétés offshore. À mon avis, la grande question, question est là. Les sommes gigantesques dans lesquelles, alors là, il faut que je sois très prudent, dans lesquelles est cité M. Chekib Khalil. C'est énorme. C'est tellement énorme que ça ne peut pas être l'action d'une personne. Il faut d'autres explications. Je vais mettre à mal monsieur Abdelatif Benachnou, qui faisait partie du clan présidentiel jusqu'à 2004, qui était ministre des Finances, qui nous a fait l'amabilité de venir à Radio M, qui a pris ce risque, qui a joué le jeu. Et à un moment donné, on a parlé de la politique énergétique de monsieur Khalil, parce que dans la convention avec monsieur Benachnou, il était hors de question de parler des affaires de monsieur Khalil, mais de parler uniquement de la politique. Et je l'avais interrogé sur le fait que monsieur Khalil avait pompé beaucoup sur le gaz et notamment sur Hassi Rmel. Il a mis en difficulté le gisement. Et il a dit, cette politique-là, est-ce que vous pensez que M. Khalil a décidé tout seul? J'ai envie de dire, comme est en train de le dire Abd aujourd'hui, ces contrats, ces engagements, cette politique de contrat et de corruption, est-ce que vous pensez que M. Khalil l'a conduite tout seul? C'est la famille. Ça va être le menu de la deuxième partie, justement. Ça va être le menu de la deuxième partie, justement. Avant de terminer, quand même, je voulais quand même finir par cette question. Donc, tout cet argent serait dans des sociétés écrans. On parle de ça. Les 198 millions d'euros qui ont été pistés par Le Monde aujourd'hui, il dit que Mossack Fonseca a créé une myriade de sociétés offshore pour Bjaoui au Panama, aux îles britanniques vierges, aux Émirats arabes unis. C'est pas des boîtes aux lettres, des entreprises boîtes aux lettres. C'est quoi? C'est des sociétés écrans. J'y mets mon argent et je ne veux pas être identifié. Non, mais l'argent est investi. C'est là qu'il faut aller voir. Les Italiens ont saisi 4 appartements à Manhattan au nom de Bjaoui.
ce qui est fascinant... Des yachts, on les voit, on voit l'argent. Ce qui est fascinant, c'est que Farid Boudiaoui a pratiquement peut-être dans sa vie mis les pieds en Algérie 24 ou 48 heures. Il n'a pas besoin d'être ici en Algérie pour être l'intermédiaire nécessaire. C'est quand même assez fascinant. On est en plein dans la mondialisation. Oui. Bon. Revenir à Djelfa, capitale de l'Algérie. Une pause et on revient tout de suite après, c'est pas fini. Restez avec nous. Qui a dit que les Algériens n'étaient pas capables du meilleur ? Parlons du laboratoire pharmaceutique Mérinal. Né à partir d'une officine de quartier, Mérinal a débuté sa production en 2002. Toute petite déjà, cette entreprise voulait offrir la meilleure qualité à son pays. Aujourd'hui, 500 Algériens rigoureux et soucieux de votre bien-être travaillent tous les jours pour offrir le meilleur à l'Algérie et aux 7 pays où Mérinal exporte. Là, moi je dis que je suis fier d'être algérien. Vous n'êtes pas d'accord ? Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Il se passe beaucoup de choses en coulisses entre le moment où on s'arrête et on revient. C'est parti, on va continuer de parler de la même chose. Avec cette question maintenant, pour essayer d'aller un peu plus au fond de la question, parce qu'on se demande où tout ça va nous mener. Est-ce que le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, va sacrifier son 4e mandat, selon vous, ou Bouchouareb ou Khlil, maintenant que nous avons des éléments supplémentaires? Jusqu'où est-ce qu'il peut aller? Pour l'instant, il n'y a pas de réaction, à part une vague accusation de complot. La première réaction, c'était, oui, pourquoi Le Monde publie ça, hein. Il pense que Le Monde, que je ne défends pas d'ailleurs, hein. Le Monde est un journal qui est très proche des lobbies banquiers, affairistes, sionistes, mais bon, c'est pas Hamid Green. Hein. Le Monde a sauvé la mise à Bouteflika dans cette affaire. Oui, bien sûr. Lui a offert une sortie patriotique. Mais là, déjà, la défense, c'est un complot, etc. Donc, patriotique, est-ce qu'il va lâcher Bouchouareb? Personne ne le sait. Ouais. Patriotique, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire? Ça permet une réponse sur le plan du nationalisme, la fibre primaire, ça marche plus. Jusqu'à je sais pas quand, ça pouvait marcher dans une Algérie traditionnelle, rurale, guerre France, aujourd'hui, à mon avis, ça ne marche plus. Mais rien ne les empêche d'essayer. Voilà, mais ils essayent parce que c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ça marche d'autant pas du tout que, par exemple, hier, il y a eu l'info de Zerlami, la fin de carrière, qui est sortie sur le journal officiel. L'info sur les réseaux. Zerlami, qui a priori n'est pas un chantre de la justice, passe pour un héros. Il est héroïque, il passe pour le procureur qui avait lancé le mandat d'arrêt contre Chakib Khlil est en train de devenir sur les réseaux qui a empêché, un héros, ou empêché, peu importe, mais il passe pour un héros du moment où on vient de terminer sa carrière, et ça donne une idée de la perception des gens qu'ils ont du régime globalement. Voilà. Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Il y a un truc qui est... des choses qu'on ne peut pas cacher. C'est le... Est-ce que le président Bouteflika va sacrifier quelqu'un? Oui, il va sacrifier Ouahia. Moi, on n'en a pas parlé, Ouahia, en première partie. Oui, moi, la déconfiture de ce personnage. Il est obligé de défendre Saïdan, il est obligé de défendre Khlil, il va défendre Bouchouareb. Il est obligé de défendre tous les gens qui l'aiment. Bouchouareb, c'est l'homme le plus proche de Ouahia. C'est incroyable. Le ministre de l'Industrie va... Non, plus sérieusement, est-ce que le président va sacrifier Bouchouareb Khlil? Il va le nommer entraîneur de l'équipe nationale. Moi, je dis... Pourquoi parce qu'il s'était dribblé? Le raisonnement premier, c'est de dire il y a une situation qui s'est trop gonflée, il faut la dégonfler en sacrifiant l'un ou l'autre, ou les deux, ça serait parfait. Ça va... Les gens autour de cette table vont se détendre un petit peu, ils vont dire, bon, finalement, les Algériens vont dire c'est bien. Mais il y a autre chose aussi. Sacrifier aujourd'hui Bouchouareb, c'est hors de question. Parce que ça serait une alerte grave aux gens qui sont impliqués dans le réseau.
peuvent pas accepter. C'est un membre du clan, on le garde coûte que coûte. Khalil, à mon avis, on l'a sauvé pour une raison qui est plus importante. C'est parce que toutes les histoires d'argent qu'il a eu à gérer, c'était pas pour son compte tout seul. Donc, le groupe est obligé d'être solidaire avec lui dans le tout. Par contre, Bouchouareb est plus vulnérable. Le maillon faible, c'est la formule que j'ai utilisée dans mon papier d'aujourd'hui. Mais on ne peut pas lâcher quelqu'un en difficulté. C'est trop grave. Parce que nous, on a tendance à penser qu'ils vont réagir comme nous pensons. Mais eux, ils ont un autre type de raisonnement. Qui serait? Tu as une idée? On se serre les coudes. C'est hors de question. Alors, c'est ce quatrième mandat qui est sacrifié dans le cas. Il y a un élément. Bouteflika, pour se sortir de ça, normalement, il fait une déclaration en disant normalement, on leur a fait confiance, sinon il est impliqué au MAD, s'il les défend. Écoute, c'est exactement ce que je voulais dire. Chouki Ammari pense que Bouteflika devrait réagir comme ça. Mais si Bouteflika réagissait comme ça, il ne serait pas président. Il est président parce qu'il ne raisonne pas comme Chouki Ammari. C'est ça la différence. On parle de l'image qui donne à l'opinion nationale et internationale. La différence notable, c'est que le clan ne peut pas accuser le DRS. L'information, ce n'est pas le DRS, c'est l'affaire Bouchouareb. Ce n'est pas le général Le Monde, Français, mais peu importe. C'est pas Français, c'est Panama. C'est Panama, on va accuser Panama. Attends, l'information sur Bouchouareb, nous l'avons donnée la veille avant Le Monde, parce qu'elle a été mise sur un réseau. Oui. C'est-à-dire, il faut pas. Il y a de l'information qui est en train de divulguer. Je peux dire, WikiLeaks est en train de critiquer aussi cette affaire, en disant que ça sert dans un. Ça peut être le cas, mais ça n'enlève rien à la réalité du factuel. C'est ça le problème. On oublie juste quelque chose. Khalil, quand il y a eu les problèmes, il a limogé Nham, le gouvernement. Warah al-Malika. Donc, tu dis sacrifie pas, il sacrifie. Khalil ou Nha, son proche, des proches, il a retiré du gouvernement. Et il a été exfiltré carrément aux États-Unis. Ouais. En fait, moi, je pense que Bouchouareb est sacrifiable parce que cette histoire avec Una Oil et puis l'histoire de Bouchouareb vient de casser tout un scénario de remise en selle de Chakib Khalil via les Zaouïas. Ça fonctionnait sur un monde, comment dire, beaucoup d'aplomb. C'est-à-dire, on fait passer ces choses-là et on accuse toujours le DRS avec une télévision qui fonctionne sur la bataille. Mais là, ça vient d'ailleurs. Ce n'est plus le même fonctionnement. Bouchouareb est, d'un point de vue du pouvoir, est totalement défendable dans cette histoire, en se basant sur deux choses. La presse française qui nous attaque, et on va sortir même Wikileaks, qui dénonce l'opération qui est montée contre la Russie, contre nous, contre Poutine, etc., parce que nous faisons face. Tu vas voir, Nahar, il y a des journaux qui vont s'en occuper. Mais ça reste un maillon faible. Il reconnaît lui-même avoir transféré 700 000 euros d'un compte suisse au Panama. Mais c'est pas important que les gens croient ce qu'ils vont dire. Si on devait demander aux Algériens aujourd'hui leur avis sur Chakib Khalil, je pense que 90% des Algériens auraient le même point de vue. Lequel? Je ne le dirai pas. Mais c'est des gens. Mais ça n'empêche, il est là, Djaboulou Zaouia. C'est pas important. Nous sommes un pays où l'opinion publique ne compte pas. C'est les rapports de force dans le sérail qui sont déterminants. On est d'accord. Donc là, je pense que la réaction de Bouteflika, du pouvoir de son clan, vis-à-vis de cette affaire, va dépendre de sa perception du risque. C'est de la perception du risque qui décide de ce qu'il va faire. Il est vraiment la perception du risque, dire est-ce que ces affaires-là, dans le court terme, vont faire dérailler mon quatrième mandat, puisque tu parlais de sacrifier le quatrième mandat. Et je suis plutôt assez d'accord avec Abed pour penser que ce n'est pas en termes de solidarité tellement. Parce que si le risque était très très grand dans le court terme, il sacrifie. Ça, c'est déjà arrivé. Il sacrifie Bouchouareb, ils l'ont fait déjà avec Khalil, qu'ils ont été obligés d'exfiltrer, mais dans un contexte de rapport de force dans le sérail qui était différent, puisqu'il y avait le DRS qui avait mené une enquête, qui détenait encore des éléments, qui pouvait encore les donner, sinon à la justice algérienne, les donner à
au juge de Milan, de sorte que si Khlil n'avait pas été retiré du gouvernement, l'incendie continuerait d'avancer. Aujourd'hui, on n'est pas dans C'est ce que tu dis est parfait. Khlil n'a pas été limogé, n'a pas été renvoyé. Retiré, à j'ai un utilisé moment le terme donné, retiré. à un moment donné, l'intérêt strict a montré que pour l'intérêt du clan, Khlil devait aller dans ce coin. Aujourd'hui, il doit venir dans ce coin. C'est ça. C'est pas la logique non, ça n'a rien à voir. C'est l'intérêt strict du président Bouteflika. Mais ça a gonflé. Oui, vas-y, justement. On parle beaucoup de rapports de force internes. Mais il y a aussi des rapports de force internationaux, à l'international. Toutes ces histoires à dos. Parce que là, c'est plus l'Algérie. Monsieur Valls va serrer la main, Monsieur Bouchouer, dans 3 jours, il n'y a aucun problème. Là, on est dans un rapport de force international. On verra comment les choses vont évoluer. Moi, je m'interroge, je me demande quelle va être ma conviction, c'est que le système, aujourd'hui, Bouteflika, n'a pas idée du risque qu'il est en train de prendre avec cette affaire. Il n'en a pas une idée précise. Comme dit Abed, il le sait très bien. Non, il n'a pas une idée précise. Il pense pouvoir circonscrire. Il ne voit pas la dévastation que ces affaires sont en train de produire. Parce qu'il n'est pas à l'ère dans laquelle nous vivons aujourd'hui, à l'ère où ces informations-là sont à disposition des gens, les gens échangent sur les sujets, etc. Oui. Bah, aujourd'hui, donc, sur le court terme, il pense pouvoir maîtriser, mais il ne mesure pas les dégâts que cela provoque. Et donc, il va peut-être vouloir jouer d'abord la solidarité pour prendre le temps de réfléchir après que faire de cet encombrant M. Bouchouer et cet encombrant M. Khlil. Je suis d'accord, Max, sur un point, quand tu dis il ne mesure pas. Oui. Je pense que peut-être son appréciation n'est pas la meilleure. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans le 4e mandat. Un mépris absolu de l'opinion, de ce que nous pensons. C'est ça, le vrai problème. À partir de là... Je peux dire une chose, justement. Je voulais parler de ça parce que je parlais au début sur la morale. Quel que soit le sort de Bouchouer, il y a l'équipe nationale, il le réhabilite. La cassure, elle est profonde. Et ça... Je ne sais pas s'ils se rendent compte. Parce que qu'est-ce qui se passe, Dora? C'est ce que je retiens. C'est ça. Alors, pour une fois qu'on est... Les gens sont cassés. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Haddad, le patron des patrons, il fait le tour du monde, pour dire venez investir en Algérie. Il achète des hôtels en Espagne. Bouchouer, il fait le tour du monde. Il dit investir en Algérie. Qu'est-ce qu'il fait? Exactement le contraire. Il prend de l'argent maintenant. C'est-à-dire, ça devient du cirque. C'est-à-dire, investissez. J'investis là-bas. Je planque, c'est pas investir. Sellal a des enfants à l'étranger. Ou Yahya a des enfants à l'étranger. Ils sont en train de dire à tout le monde, investis en Algérie. Alors que Houma, tous les jours, ils bannent, dès qu'il y a un doro, ils vont et ça, cette cassure... Dans mon papier d'aujourd'hui, je dis que M. Ben Khalfa invite les Algériens à éviter les devises, investissez. Il a oublié de le dire à M. Bouchouer. Alors, indépendamment de l'analyse politique qu'on peut faire justement dans cette deuxième partie, si la justice ne se saisit pas plus concrètement, si la justice ne se saisit pas, si la Cour des comptes ne fait rien, si la cellule de traitement du renseignement financier non plus ne fait rien, laisse-moi terminer ma question. Ça n'existe pas. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Ça n'existe pas. Alors, qui peut porter la justice est une fiction. Mais tu m'as pas laissé terminer. Qui peut porter tout ça, toutes ces affaires de corruption? Est-ce que l'association de lutte contre la corruption, par exemple Djilali Hadjadj qui a été très actif cette semaine, peut le faire? Mais je vous pose la question. Il faut que ce soit la Cour suprême, il y a une Cour spéciale pour juger les ministres. C'est pour ça que Amr Roul, Khalil n'ont pas été entendus dans les procès qui les concernent. Monsieur Chouki Amari, il n'y a que la Cour suprême qui peut les juger. Il y a un procureur de la République. Tu peux les attaquer en justice. Monsieur Chouki Amari, il y a un procureur de la République qui a fait une conférence de presse pour dire on va poursuivre Monsieur Flamme. Ce monsieur n'a pas été poursuivi et le procureur a été renvoyé chez lui. On ne parle plus de justice, c'est de la fiction, la justice. Il faut parler d'autre chose. C'est ça. J'accepte de parler de la rue, de la révolution. C'est des choses qu'ils ne maîtrisent pas. On peut en parler. Mais la justice, laisse tomber. Que le bouchon est allé trop loin et que les Algériens, il y a une bonne partie qui est toujours marquée par les années 90, mais d'autres
peuvent réfléchir autrement et on est en train de casser, c'est-à-dire c'est un pays qui a été fragilisé par les années de guerre civile et on le fragilise aujourd'hui par la corruption. Moi, je reviens toujours à cette fameuse formule Abdelkaïd qui disait le fils, c'était une mauvaise réponse à un vrai problème. Il n'y a pas eu de bonne réponse jusqu'à présent. La bonne réponse, c'est la démocratie, c'est l'état de droit, c'est la justice. Et on est en train de casser la maison. Il faut qu'on se rende compte. Ces affaires-là s'accumulent et ça casse la maison. Il faut espérer qu'il y ait des gens raisonnables pour dire que ça suffit. Il y a quelque chose qui c'est allé trop loin, à mon avis. Je suis justement frappé par cette... c'est une espèce d'acharnement à détruire ce qui existe. Monsieur Ouihia a été ministre de la Justice. Il fait une conférence de presse, il dit le procureur a taoulou Amar Baché. Mais un ministre de la Justice qui dit ça. La présidence, les ministères, tout ça. Zoui ma khalahom shi ajaba. خلوا واحد au moins un moment de désespoir. Il va يروح للقربين في عين دفلة يروح عند شيخ الزاوية il se repose. Il trouve c'est un lieu d'éthique et de morale qu'on peut retrouver. Ça y est, ils ont laminé. En fait, aujourd'hui, grâce notamment à Chouki Ammari, on a traité dans la bonne humeur d'un sujet extrêmement grave. Là, c'est sérieux. On a traité dans la bonne humeur d'un sujet extrêmement grave. C'est qu'aujourd'hui, le 7 avril, voilà, le 7 avril, la justice, au jour d'aujourd'hui, on casse tout. Au jour d'aujourd'hui, on est le 7 avril au matin 2016. C'est l'anniversaire de Emira, ma fille. Allah yabarak. Il y a le scénario le plus probable, compte tenu de tous ces éléments que nous sommes en train de décrire depuis tout à l'heure, le scénario le plus probable, c'est quand même que tout cela se règle dans la rue. Que ça se règle dans la rue, que ça se règle par le retour, du mouvement. Ça se règle. Non, je suis pas en train de souhaiter. Je suis pas en train de souhaiter. Je continue à en appeler avec mes amis autour de cette table-là, au bon sens. Ça fait 2 ans qu'on le fait. Aujourd'hui, le bon sens voudrait que Bouteflika se sépare de ces gens-là, qu'il envoie devant la justice, qu'il retire du gouvernement Bouchouarbi, qu'il ouvre une enquête. C'est le bon sens minimal. Qu'il retire Saadani de la tête du FLN, parce qu'il fait offense au FLN et à tous les Algériens, tous les jours. Voilà. Et donc, le bon sens voudrait qu'il se retire lui aussi. Voilà. Non, mais comme tu dis, il va se retirer. Mais comme on n'est pas sur ce trend, on n'est pas sur ce sentier d'action, on n'est pas sur ce sentier, il faut bien se résoudre à la conclusion. L'autre conclusion, c'est la rue, c'est le retour en action d'une partie des citoyens, parce que c'est jamais les majorités qui bougent en même temps, c'est toujours des minorités agissantes, en général les jeunes désœuvrés, ça va repasser par la rue. Alors, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, c'est la seule perspective. Voilà, tout simplement. Si ça se Non, pas Ali Belhadji, il est plus jeune, Ali Belhadji. Non, c'est pas Ali Belhadji. Ça peut se faire de manière pacifique. J'avais commencé l'émission par Ali Belhadji a construit des choses. un peu, Ersan, mais bon. Ali Belhadji était l'idiot utile du pouvoir. Ouais, c'est quand même incroyable, parce que j'avais commencé par citer l'exemple de l'Islande avec ses interventions sur les réseaux sociaux qui ont été à l'origine des manifestations. C'est un pays où la démocratie est instituée. Il ne faut pas oublier ça. C'est un pays où la démocratie fonctionne. C'est un pays démocratique. Ce n'est pas la dictature molle que nous avons, mais où l'Islande est un pays démocratique. Bon, tout le monde parle de l'Islande, c'est des blancs, là et tout. Il faut arrêter avec ça. Au Brésil, en Bolivie, depuis 10 ans, ils allent les corrompus au poteau, sur les places publiques. Donc, je suis contre la peine de mort. C'est pas pays vivant. Tout le monde parle de l'Islande, on est émerveillé par ce petit peuple d'elfes et de trolls. Non, mais il y a de quoi aujourd'hui. On est plus proche de ce qui se passe. On est plus proche. Ils les accrochent à des poteaux vivants. On est plus proche de ce qui se passe au Burkina Faso. Donc il n'y a pas que l'Islande. Au Burkina Faso, il y a des milices qui rendent la justice de cette manière. Le problème, c'est qu'ils torturent les gens. C'est en train de s'étendre de manière très inquiétante. Bon, alors, personne n'a suggéré quoi que ce soit autour de cette table. Si un réveil des enfant unique, accroché Bouchouarbi un poteau et donner l'équipe nationale au général Taufer. Alors,
Voilà, Informez-vous. Ouais. Une pétition pourrait être lancée. Ça, je crois que j'ai vu quelque chose sur les réseaux Il y a un appel à sociaux. une marche le 10. Une pétition a été lancée contre la corruption. Oui, contre tout ce qui. C'est un vrai débat. C'est Ouais, contre c'est contre la corruption. Voilà, c'est un vrai débat. Poste. C'est un vrai débat. Donc il y a une réaction. Donc, C'est un vrai débat. C'est quand... ça me rappelle presque les samedis il y a quelques années. Donc, Ça s'appelait les samedis. Voilà, quand il y a une colère très forte qui couvre dans la société et que des gens tentent de la capter et quand ils ne sont pas les plus indiqués, on ne peut pas le reprocher. Mais en même temps, voilà. En même temps, ceux qui sont les plus indiqués ne font rien. Voilà. L'Algérien Moussous, il peut faire une manifestation. Il y a un politique qui arrive, il est grave. Oui, c'est ça. Ouais. C'est fini, c'est terminé. On se retrouve jeudi prochain. D'ici là, portez-vous bien et d'ici là. Qui sera là? Ah oui. Un dernier jingle. Vas-y. Panama.